Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Politique Éco. Aujourd'hui, nous recevons Valérie Bugeaud. Bonjour madame. Bonjour Pierre. Valérie Bugeaud, vous êtes docteur en droit, ancien avocat fiscaliste, l'auteur de cet ouvrage du nouvel esprit des lois et de la monnaie, pour lequel nous vous avions déjà reçu avec votre co-auteur Jean-Rémy. Aujourd'hui, vous venez nous présenter votre dernier ouvrage, La nouvelle entreprise. C'est toujours aux éditions Sigest et c'est sous-titré Géopolitique de l'entreprise. Alors, Valérie Bugeaud, vous commencez votre ouvrage, vous le dédiez, je vous cite, à tous les hommes d'État courageux et intègres, mus par le bien et non par les biens, pour qui les notions de bien commun et de civilisation revêtent une valeur supérieure à toute autre considération. Vous pensez à qui Valérie Bugeaud, à ses chefs d'État question très impertinente. Pour commencer. D'abord, je n'ai cité personne pour la bonne raison que je ne pense à personne en particulier. Et c'est un vœu pieux. J'attends que cet être rare apparaisse. Voilà. Je pense qu'il peut y avoir des velléités, ce genre d'individu peut surgir, mais pour l'instant, on attend de voir. Vous pensez qu'un chef d'État aurait le pouvoir et peut-être même l'ambition de rénover quelque chose, de revenir à une morale en politique ? S'il est comme ça, il en aura forcément l'ambition. Le pouvoir, c'est autre chose. Effectivement, il faut être bien entouré, avoir des forces sur lesquelles on peut s'appuyer. Et c'est justement ça qui, dans nos pays d'Occident, fait tout à fait défaut. Alors effectivement, il y a des pays du monde dans lesquels il y a encore des forces qui sont des forces de... Alors on pourrait dire de résistance, mais c'est surtout des forces solides sur lesquelles la raison a encore un impact. Voilà. Est-ce que vous pensez dans l'histoire à un chef d'État qui aurait eu ce courage, par exemple ? Enfin, la première chose qui peut venir à l'esprit pour la France, c'est De Gaulle. Mais De Gaulle ne rentre pas exactement dans ce cadre-là quand même, puisque De Gaulle, il a quand même été un peu, quelque part, très encadré par toutes ces oligarchies. Et il n'a pas eu complètement les mains libres. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas réussi à mettre en œuvre quand même tout ce qu'il aurait voulu. Ouais. Et en particulier, ses projets sur l'entreprise et... sur la participation, etc., qui se sont arrêtés court quand il est parti. Donc, après le référendum, voilà, exactement. Alors, Valérie Bugeaud, vous dites l'objectif de cet ouvrage est de faire prendre conscience aux gens de la disparition du véritable pouvoir politique. Comment cette disparition du pouvoir politique s'est opérée ? Eh bien, je vais revenir un peu sur la genèse de mon travail, parce que d'avoir beaucoup travaillé sur l'entreprise, ça m'a permis en fait de comprendre comment fonctionnait profondément l'État dans lequel nous vivons et ce qui nous est présenté comme le pouvoir politique, l'État. Et j'ai eu un peu comme une soudaine prise de conscience que les choses n'étaient pas du tout telles qu'elles apparaissaient, de la même façon que le dirigeant de l'entreprise aujourd'hui finalement n'est pas le garant de l'intérêt social, mais beaucoup plus de l'intérêt des actionnaires majoritaires. Et j'ai compris que nos sociétés, fondamentalement, fonctionnaient comme ça également. Nos sociétés politiques, c'est-à-dire l'organisation des gens sur un territoire donné. Donc, ça m'a permis... Le fait d'avancer dans ma compréhension de l'entreprise et dans mes travaux sur l'entreprise m'ont permis de faire des allers-retours avec ce que moi je connaissais de par ma formation, qui était le droit civil, les évolutions du droit civil qui sont en cours, et ça m'a permis de comprendre comment l'État était devenu justement cette épave aux mains des principaux créanciers. Et alors comment ça s'est passé justement ? Comment ces créanciers, qui sont-ils ? Comment ils ont pris le contrôle de l'État ? Alors déjà, si on parle sur ce genre de sujet, il faut déjà revenir à la sémantique, revenir à ce qu'est réellement un pouvoir politique et un État. Et le fait de faire ce travail, ça permet ensuite d'avancer dans le raisonnement et de comprendre qu'on n'en est plus là. Donc le premier travail à faire, c'est de se demander qu'est-ce que c'est qu'un État, qu'est-ce que c'est que le pouvoir politique, etc. Le pouvoir politique, c'est le pouvoir... Polis, ça vient de polis, le mot grec polis, qui est la cité. Donc, par essence, par nécessité, le pouvoir politique
sans cadre sur un territoire déterminé, est là pour régir la vie en commun de gens qui vivent sur ce territoire et éventuellement pour sanctionner la non-application de cet intérêt commun qui émerge à tous ces gens. Donc il doit y avoir un pouvoir souverain qui impose sa volonté. Alors la souveraineté, elle est en effet à la fois tournée vers l'intérieur, c'est-à-dire vers les citoyens, les sujets de cet État, et vers l'extérieur par rapport à d'autres États. Donc c'est des sujets un peu en poupée russe, où vous commencez à décliner un premier terme et puis les autres termes suivent. Donc aujourd'hui, les mots n'ont plus vraiment de sens puisque l'État, comme tout le monde peut le constater, n'est pas là pour régir la vie en commun de façon à la rendre possible. Parce que vous voyez bien que dès que vous réunissez quelques personnes, même 10 personnes, elles ne sont jamais d'accord sur rien. Donc il est impossible de mettre d'accord tout le monde sur tous les sujets, et même sur un seul sujet. L'État, c'est justement un chaudron, enfin le territoire, c'est un chaudron dans lequel bouillonnent des forces, des intérêts, des idées, tout l'intérêt de l'État, et c'est d'ailleurs pour ça, dans ces conditions qu'il est né, je pense, c'est justement de permettre que les gens et que tous ces intérêts puissent cohabiter dans une certaine sérénité, que cette vie en commun soit possible. Donc ça ne veut pas dire prendre le parti toujours des mêmes forces, parce que si ça veut dire ça, il n'y a plus d'État, puisque les autres n'existent plus. Et donc ces mêmes forces, pour vous, j'ai lu votre ouvrage, Valérie Bugeaud, c'est les banquiers privés par le contrôle des monnaies, qui se sont accaparés les monnaies, ont promu la séparation des pouvoirs et le régime parlementaire. C'est cet avènement du régime parlementaire via les banquiers privés qui ont privé justement le pouvoir politique de ses prérogatives ? En fait, la caste des banquiers commerçants s'est développée, existait déjà au Moyen-Âge, bien entendu, a toujours existé, mais elle a pris une importance relativement considérable au moment des grandes découvertes, au moment où il y a eu un fusionnement, un bouillonnement de matières premières nouvelles qui arrivaient, de possibilités. Tout d'un coup, des possibilités énormes se sont offertes. La découverte des États-Unis, la Renaissance. Exactement. Et il a fallu financer, en fait, ces grandes navigations, etc. Et c'est là que les banquiers commerçants ont pris un rôle, ont commencé à prendre un rôle au sens institutionnel et au sens politique, puisqu'ils étaient partie prenante des compagnies, ce qu'on a appelé de façon générique les compagnies des Indes. C'est-à-dire que vous aviez les dirigeants qui ont pactisé avec les grands banquiers, les grands fournisseurs pour pouvoir permettre ces navigations. Et donc ils ont mis en place justement le remplacement du droit continental par le droit anglo-saxon. C'est le droit anglo-saxon qui s'est mis à primer à ce moment-là. En réalité, à ce moment-là, le droit anglais a commencé à s'organiser exclusivement autour du commerce. Parce que c'est quand même l'Angleterre qui était la tête de pont, même si évidemment les compagnies des Indes existaient aussi en Hollande, en France, dans d'autres pays. Mais le droit anglais, qui était un droit quand même réservé à l'élite, eh bien c'est structuré, c'est cristallisé à ce moment-là exclusivement autour des intérêts commerciaux. Donc le droit anglais a pris une direction que n'avait pas du tout le droit continental traditionnel, puisque sur le continent, on avait un droit de nature écrite, qui était un droit de raison, de conceptualisation, avec une hiérarchie des normes, mais aussi une hiérarchie des valeurs, avec un raisonnement derrière. Et tout ça, c'était le fruit de l'histoire, puisque même à la Révolution française, on a continué sur ce régime-là. Le Code civil, c'était en fait la fusion de cette conception du droit qui existait. Alors, on a fusionné les droits qui avaient lieu en fonction des régions, mais on a gardé le concept, les fondamentaux de la méthode juridique.
Et donc vous dites à ce moment-là que le pouvoir est revenu aux partis et instances. Oui. Alors à partir du moment où justement le pouvoir des commerçants, des banquiers et des commerçants qui se sont élevés aussi à ces moments-là, puisque le commerce a commencé vraiment à devenir un élément très important de la société à partir du moment où il y a eu des nouvelles matières premières, il y a eu des échanges, des fabrications, enfin bon, tout ça a commencé à émerger vraiment en tant que force sociale. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que le droit anglais s'est stabilisé autour de cette force émergente, le droit continental non, mais le droit anglais était plus adapté évidemment à la prolifération de ce genre de ce concept commercial. Et aujourd'hui que cette caste, je l'appelle la caste des banquiers commerçants, il faut comprendre ce que ça veut dire derrière, c'est-à-dire que c'est les plus gros détenteurs de capitaux, en réalité, ils sont derrière les multinationales bancaires, mais également derrière les multinationales de l'agroalimentaire, pétrochimie, sidérurgie, et tous les gros cartels ont maille à partir avec cette définition sont inclus dans cette définition de banquier commerçant. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, à partir du moment où ces gens-là ont pris aujourd'hui un pouvoir très important, eh bien, par nécessité, par facilité et pour des raisons aussi conjoncturelles liées à la monnaie, ont phagocyté les droits qui n'étaient pas des droits tournés autour du commerce en utilisant le droit anglais, devenu droit anglo-saxon, puisqu'entre-temps, il y a eu l'Empire américain qui s'est développé. Et ce droit-là n'a plus rien à voir avec ce que nous connaissions, nous, sur le territoire français et aussi en Europe continentale plus généralement, où le droit était chargé de réguler les forces en présence, de rétablir un certain équilibre de façon à ce que la concorde puisse être possible. Phagocyté par l'intermédiaire de la création, par exemple, de la Banque d'Angleterre, de la Réserve fédérale américaine. Alors effectivement, les banques centrales, la mise en place de grandes structures. Exactement. Les banques centrales ont été un élément tout à fait déterminant de ce processus de phagocytage politique et juridique, puisque quand on crée une entité qui centralise et qui gère les masses monétaires en circulation, on a le pouvoir de déterminer l'affectation des ressources. Et à ce moment-là, tout devient possible pour ceux qui ont ce pouvoir-là. Et là, vous parlez même carrément d'entreprises de prédation sociale et politique pour s'accaparer les biens de la planète. Ah oui, absolument. Bah, écoutez, j'ai détaillé beaucoup, enfin pas dans ces livres-là, mais j'ai fait certaines conférences dans lesquelles je détaille l'origine de la Banque des règlements internationaux. Déjà l'origine des banques centrales. Donc on voit bien que toutes les banques centrales sont une idée des banquiers, hein, même si on nous dit la Banque de France était une propriété de Bonaparte, c'est lui qui l'a créée, mais en réalité c'est un banquier Perregaux qui a susurré cette idée et qui était régent de cette banque. Donc derrière les banques, d'ailleurs. Pour la Banque fédérale américaine. Exactement, et pour toutes les banques centrales, ce sont les banquiers qui sont à l'origine de la création, de l'idée de création. Voilà. Absolument pas. Les États ne savaient pas tout ça. Enfin, c'est des gens qui étaient habitués à manipuler l'argent, à concevoir ce que ça pouvait donner comme pouvoir, etc. Les dirigeants d'État ne savaient pas faire ça, n'étaient pas formés à ça, et on ignorait à peu près tout. Donc c'est vraiment les banquiers qui sont à l'origine de la création des banques centrales. Et par le biais de ces banques centrales, ils ont décidé de favoriser, et alors ça s'est fait à la fin du 19e siècle et surtout au début et première moitié du 20e, des regroupements. Ils ont commencé à faire émerger des cartels, des entreprises qui sont devenues de plus en plus imposantes au niveau à la fois capitalistique et de propriété, de détention de biens, en tant que gestionnaire de flux à la fois d'argent et de marchandises. Et ils se sont alliés avec ils les ont financés et ils se sont alliés avec. Ça va être l'objet de ma prochaine question, chère Valérie Bugeaud. C'est pour l'instant le moment de couper l'antenne et de nous retrouver dans un instant pour la deuxième partie.
Toujours en compagnie de Valérie Bugeaud pour ce nouveau numéro de Politique Éco. Alors justement, Valérie Bugeaud, vous parliez à l'instant du fait que les banquiers se soient coalisés, se soient regroupés pour maîtriser encore plus leur domaine de compétences. Et là, vous dénoncez l'action des banques comme prêteurs d'argent dans la gestion des entreprises et le rôle des agences dites de rating, les agences en fait de notation. Mais où est le mal justement dans le fait que ces agences de rating et ces banques soient autant affiliées à la gestion des entreprises? Alors, je dénonce le rôle des banques en général dans l'organisation de la société, car ce sont elles qui ont pris aujourd'hui le véritable pouvoir politique. C'est elles qui imposent les réglementations qui s'appliqueront à tout le monde. Donc ça s'appelle du pouvoir politique. Concernant l'entreprise, 2 phénomènes sont trop peu connus du grand public et méritent d'être exposés et d'y être débattus. D'une part, la direction, ce qu'on appelle les dirigeants de fait. Donc une entreprise, lorsque les banquiers ont un rôle assez important dans ce concept de direction de fait, parce qu'ils prennent, de par leur fonction d'apporteurs, de prêteurs d'argent, de fournisseurs de capitaux, ils peuvent prendre ou inciter à ce que le dirigeant prenne des décisions politiques de sens économique interne à son entreprise qui soient aliéné à l'intérêt du banquier et non pas dans le strict sens. Alors, l'intérêt des salariés, n'en parlons pas, mais dans le strict sens même de l'intérêt social et du développement naturel de la société. Donc cette notion de direction de fait devrait être beaucoup plus souvent mise sur le devant de la scène qu'elle ne l'est. Et d'autre part, il y a une deuxième chose qui est apparue il n'y a pas si longtemps. Évidemment, ça nous vient d'outre-Atlantique, du droit anglo-saxon. C'est l'organisation méticuleuse, par le biais du système de LBO, Leverage Buyout, de la concentration des entreprises par une collusion d'intérêts d'ordre strictement capitalistique entre certains dirigeants et les banquiers. Je ne sais pas si vous connaissez ce système de LBO, mais ça veut dire qu'une entreprise va racheter une autre entreprise avec un effet de levier maximal, puisque le financement sera intégralement c'est ce qu'on appelle fait par l'emprunt. Fusion-acquisition ? Non, c'est autre chose. D'accord. Le financement sera réalisé intégralement par l'emprunt, mais cet emprunt aura la particularité suivante, c'est que les intérêts de cet emprunt seront remboursés par la cible, donc par la victime. D'accord. Voilà. Donc ça, là, on est dans la prédation ultime. C'est-à-dire que vous faites payer, c'est l'esclavagisme en fait, vous faites payer votre victime pour l'action que vous avez eue sur elle. D'accord. Vous voyez, et ça n'est possible que par une collusion d'intérêts entre certains dirigeants et les banquiers. Et concernant les agences de notation ? Alors, alors justement, je vais y venir. Il est également important de mettre sur la place publique un phénomène trop souvent ignoré, que l'on comprend pourquoi au vu des intérêts financiers en jeu. Le contrôle des places de marché par des acteurs économiques opaques et extrêmement puissants, les hedge funds. Dans ce contexte, les agences de rating interviennent avec beaucoup trop de pouvoir sur les entreprises pour que ce phénomène soit passé sous silence. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on a donné aux agences de rating un pouvoir discriminant sur c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, je crois, avec les fonds de pension. On a obligé les fonds de pension à être notés par ces agences, et donc elles ont pris un pouvoir de fait de normalisation et de valorisation sur ces entreprises. Et en fonction de ce qu'elles diront, l'entreprise sera considérée par les marchés comme viable ou comme non viable. Mais en fait, ces agences sont détenues par des capitaux privés. Les collusions, par exemple, entre les dirigeants d'entreprise et les dirigeants de ces agences de rating, selon les intérêts qu'ils ont en commun. Éventuellement, ou qu'ils ont surtout de divergents, parce qu'une entreprise peut avoir tout intérêt à ce que son concurrent soit déprécié pour pouvoir éventuellement le racheter par effectivement une OPA ou par d'autres moyens, pour mettre la main dessus par d'autres moyens, pour réussir à casser l'entreprise. Enfin, donc ces agences de notation qui ont des critères souvent quand même qui leur appartiennent et qui sont quand même relativement externes par rapport au réel fonctionnement de l'entreprise et à la réelle qualité de l'entreprise, ont pris un pouvoir de fait dans le cadre d'un marché qui est tout à fait extravagant et qui est déraisonnable.
et qui n'a pas de contrepartie. Une fois encore, tout a été organisé dans le système dans lequel on vit pour que le pouvoir et la responsabilité soient cassés. La relation de causalité entre pouvoir et responsabilité n'existe plus. Elle est cassée. Les gens qui ont le pouvoir n'ont jamais la responsabilité, puisque une société qui s'effondrera ne pourra pas se retourner contre l'agence de rating, puisque l'agence de rating dira ben oui, mais vous n'avez pas répondu aux critères, etc., aux critères qui sont applicables à tous, etc., etc. Donc c'est une situation d'asymétrie, je dirais, d'information, et surtout très préjudiciable pour le fonctionnement normal des entreprises. Valérie Bugeaud, vous dénoncez également le système d'optimisation fiscale, lui aussi né aux États-Unis au début du XXe siècle. Pourquoi vous le qualifiez d'ennemi de la civilisation et même d'ennemi des États ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à la faveur du fonctionnement fédéral des États-Unis, et des grosses entreprises qui ont commencé à être financées par les fameux banquiers dont on parlait tout à l'heure. Je pense à Rockefeller, mais bon, il y en a eu d'autres, Harriman, etc. Ils ont commencé à se dire on va pouvoir gagner de l'argent en payant moins d'impôts, non seulement en extrayant des matières, en faisant du commerce, mais surtout en tirant parti de la législation. Et ça, c'était quand même une nouveauté. Donc, ils trouvaient ils implantaient leurs entreprises en fonction de l'État qui était le moins gourmand fiscalement et au niveau des taxes. Donc, ils ont commencé à faire ce petit. Alors ça n'a plus fonctionné que parce que ils étaient autorisés à faire du commerce intra-groupe, ce qu'on appelle le commerce intra-groupe. Mais là, c'était pas à l'international, c'était intérieur à l'État fédéral américain. Et donc, de cette façon, ils ont commencé à pomper un peu le budget des États. Et les États ont commencé à se rebeller, ils ont voulu se défendre, et pour se défendre, ils ont imposé la législation qu'on appelle les prix de transfert. Alors, quand tout le monde dénonce les prix de transfert, mais les gens ne comprennent pas que les prix de transfert, en réalité, c'est la défense que l'État a mis en œuvre pour éviter ces transferts massifs de richesse. D'impôts, oui. Ouais. Oui, ben c'est de la richesse, quelque part, au profit des entreprises qui allaient devenir des multinationales, puisqu'elles étaient implantées sur différents territoires et qu'elles profitaient de cette implantation justement pour faire du commerce intragroupe et canaliser et vandaliser le patrimoine des ressortissants de l'État, finalement, par le biais des impôts. Donc les États étaient mis en difficulté. Les États sont mis en difficulté par l'optimisation fiscale. Et là, aujourd'hui, c'est étalé. De chantage des entreprises. C'est au niveau mondial aujourd'hui. Mais du coup, maintenant, les États sont obligés de s'entendre avec les entreprises, même de se soumettre aux intérêts des entreprises pour leur dire « Venez vous installer chez nous, on a les taux les plus bas. » Exactement. Et du coup, donc déjà, les États sont en situation d'infériorité. Non seulement ils ne peuvent pas refuser les demandes que leur font les grosses entreprises parce qu'ils ont officiellement, ils sont toujours là pour gérer quand même les individus qui vivent sur leur territoire, donc ils ne peuvent pas organiser officiellement de façon visible la liquidation totale de tout travail sur un territoire. Donc ils sont obligés de faire quand même mais on voit bien qu'ils sont quand même tout à fait en position d'infériorité dans la négociation avec les multinationales et avec les entreprises qui leur imposent tout ce qu'ils veulent avec le chantage à l'implantation. Alors Valérie Bugeaud, justement pour lutter contre cette prédation du fait économique, vous proposez de rétablir l'équilibre l'équilibre juridique d'ailleurs au sein de l'entreprise. Vous déplorez en effet que les gens qui travaillent, ce que vous appelez les apporteurs de travail, ne sont pas reconnus par le droit. Ah bah absolument. En fait, c'est pas que les apporteurs de travail n'existent pas. Donc déjà, j'instaure une catégorie juridique nouvelle. Ce sont les actionnaires majoritaires qui comptent. Ah bah, pour l'instant, ce sont les actionnaires. On ne distingue pas non plus entre les majoritaires, enfin les minoritaires. Dans le cas d'actions en justice, on distingue. Mais je veux dire, statutairement, un actionnaire a les mêmes prérogatives en fonction du titre qu'il détient. Est-ce que s'il a double droit de vote, c'est encore autre chose. Mais je dirais qu'il n'y a pas de différence. Moi, ce que j'ai fait, c'est que justement pour casser cette asymétrie entre pouvoir et responsabilité, j'ai cherché quels étaient les fondamentaux de fonctionnement d'une entreprise et j'ai créé un statut pour chacun de ces éléments qui entrent en jeu dans le fonctionnement d'une entreprise. Donc il y a les apporteurs de capitaux,
Mais les apporteurs de capitaux, c'est encore trop vaste, puisque parmi ceux-là, vous avez des majoritaires et qui ont une vocation à s'ingérer dans le déroulement de l'entreprise, qui ont en fait un affectio societatis et qui veulent participer à la politique qui sera suivie et au déroulement de l'entreprise. Donc vous avez ceux-là, et puis vous avez les autres qui sont des actionnaires en bourse et qui se comportent un peu comme des obligataires ou des banquiers. Ils n'ont aucune vocation à influencer vraiment le déroulement quotidien et le déroulement stratégique de la politique qui sera suivie dans l'entreprise. Donc j'ai déjà opéré une distinction entre ces deux types d'apporteurs de capitaux, qui est quand même une distinction essentielle, avec pour chacune de ces catégories une délimitation très claire des pouvoirs et des responsabilités afférentes. Un pouvoir ne va jamais sans responsabilité. Comme ça permet, en cas de problème, on sait contre qui se retourner et on sait qui mettre en cause. Aujourd'hui, on ne sait jamais qui mettre en cause dans toutes les sociétés, dans les entreprises, les grandes entreprises, mais aussi dans les États. Donc, c'est un petit peu le cas avec l'affaire Kerviel. Enfin, oui, voilà, ça c'est l'exemple, l'exemple assez frappant. Alors, l'autre élément essentiel dans une entreprise, évidemment, c'est les gens qui travaillent dans l'entreprise. Mais ça ne se limite pas aux salariés. Parce qu'aujourd'hui, les multinationales tentent à devenir des multinationales financières. Elles se sont délestées très largement du risque opérationnel sur des petites entreprises, sur des PME, voire des TPE, des petites boîtes, toute une chaîne de sociétés, d'entreprises qui vivent aux dépens de la grosse, qui ne fait que générer du bénéfice finalement. Le fonctionnement de la multinationale est en train d'évoluer actuellement. Et donc, dans le fonctionnement, dans l'objet social d'une entreprise, j'intègre, et dans ce groupe des apporteurs de travail, j'intègre également tous les sous-traitants et tous les gens qui dépendent, dont leur travail participe d'une façon ou d'une autre à la réalisation de l'objet social. Ouais. Voilà. Et alors vous, justement, pour rééquilibrer le pouvoir, vous proposez autre chose au sein de l'entreprise, vous préconisez une désignation et une co-désignation et une co-révocation par les apporteurs de travail et par les actionnaires des dirigeants de l'entreprise. Exactement, puisque vous savez qu'aujourd'hui, les dirigeants d'entreprise sont nommés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration lui-même est quand même globalement une émanation des majoritaires. Et les gens qui travaillent n'ont absolument aucun Des mot fois, à dire. Très honnêtement, rien, oui, très honnêtement, c'est vraiment, ils sont là pour faire décoration. Voilà, ce sont des figurines. Donc l'élément très important pour redonner un sens d'abord à l'intérêt social, parce que quand vous créez une société, vous avez un objet social, et cet objet social, il détermine ce que sera, il est la base du fonctionnement de la société, et sur cette base, le dirigeant est chargé de faire prévaloir l'intérêt social, l'intérêt de la société. Quand je dis intérêt social, c'est-à-dire l'intérêt de la société telle qu'elle fonctionne, pour se développer correctement, etc. Aujourd'hui, à partir du moment où vous avez des dirigeants qui ne sont que des émanations d'une seule partie des éléments fondamentaux de l'entreprise, c'est-à-dire les majoritaires, eh bien, comment voulez-vous que l'intérêt social ne se transforme pas en intérêt des majoritaires ? Et c'est ce qui se passe. Et ils ont développé tout un tas de techniques, et en particulier les stock options, pour rendre encore plus dépendants les dirigeants, pour les mettre dans une dépendance totale vis-à-vis de leurs intérêts à eux. Et dans cette co-désignation et co-révocation, vous donnez un droit de veto à chacun des deux groupes, à savoir donc les apporteurs de travail et les propriétaires majoritaires, pour justement, afin d'équilibrer encore plus, chacun a un droit de veto, et le juge est chargé de trancher les différends en cas de litige. Et l'État reprend le rôle qui est le sien, puisque l'État n'est là que pour, finalement, l'État, le pouvoir politique, c'est le pouvoir de trancher des litiges. Et c'est pas le pouvoir d'aller s'ingérer dans l'économie Et là, pas une justice privée à ce moment-là. Ah non, certainement pas, parce que, je vois très bien, vous faites allusion aux clauses de règlement des différends de l'OMC, qu'on connaît aussi dans tous les TAFTA et autres, mais ça vient de l'OMC, justement, c'est le modèle de l'OMC, et ça, c'est une justice strictement privée. Là, on n'est pas dans la justice privée, c'est justice étatique qui tranche qui tranche
L'État devra être réformé. Donc, le ministère public, là, on n'est plus dans les mêmes cadres. Mais là, effectivement, vous avez les dirigeants qui seront désignés une fois par les apporteurs de travail, pour une durée déterminée, pas trop courte, pas non plus éternelle. Et une autre fois par les actionnaires. Et pour quand même donner un certain contre-pouvoir à l'autre groupe qui n'a pas eu son mot à dire, il aura quand même un pouvoir de veto, parce qu'on ne sait jamais, le groupe qui désigne peut avoir désigné un fou, ça peut arriver. Il a été condamné pénalement. Pour des raisons tout à fait variées qu'on ne peut pas anticiper. Il est toujours sain de prévoir des contre-pouvoirs. Voilà la raison pour laquelle je l'ai fait. Et d'autre part, la fois d'après, c'est le groupe qui n'a pas eu son mot à dire la fois d'avant qui désignera le dirigeant. Et de cette façon, le dirigeant a lui-même la conscience, parce que c'est dans sa mission, de faire respecter un équilibre entre ces deux éléments de l'entreprise. Et donc, dans ce cadre-là, l'intérêt social prend toute sa valeur. Et le dirigeant, il est vraiment là pour déterminer l'intérêt social au-delà des intérêts particuliers ou corporatifs ou catégoriels. Faire son vrai travail de dirigeant, à savoir prendre l'intérêt collectif en compte. Voilà. Exactement. Valérie Bugeaud, on va se retrouver dans un instant pour notre troisième partie. Dernière partie de ce Politique Éco, toujours en compagnie de Valérie Bugeaud pour la présentation de son ouvrage « La nouvelle entreprise » aux éditions Sigest. Alors, les apporteurs de travail, Valérie Bugeaud, on revient sur eux. Vous proposez dans votre ouvrage qu'ils participent avec les dirigeants à l'organisation du travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça peut se passer également à l'organisation des relations interindividuelles ? Alors, cette question, je l'ai abordée parce que je me suis rendu compte, par mon expérience, par l'expérience des gens autour de moi qui travaillent dans les grosses boîtes, c'est surtout lié au travail, l'organisation du travail dans les grandes entreprises, mais aussi dans les PME. Vous avez tout un tas de strates, d'échelles de valeur, comment dirais-je, de prise de décision, qui sont des strates qui ne servent pas à grand-chose, à part donner des ordres, Et donc vous avez une sorte, l'entreprise ressemble de plus en plus à l'armée mexicaine, où vous avez que des donneurs d'ordre et plus personne qui exécute. Donc j'ai entendu et j'ai lu des choses qui ont été écrites par un monsieur qui s'appelle Jean-François Zobrist, qui était militaire et qui est arrivé à la tête d'une PME qui n'allait pas très bien du tout. Et quand il est arrivé là, il n'avait aucune expérience particulière de la gestion de personnel, sauf que vous savez que les militaires ont quand même l'habitude de faire travailler un groupe ensemble, de répartir les tâches, d'organiser un peu les choses. Et quand il est arrivé, il a compris qu'il y avait ce qu'il a appelé tout un tas de bullshit jobs, c'est-à-dire de gens qui ne servaient strictement à rien, qui n'apportaient rien au développement de l'entreprise, qui étaient des freins permanents, qui parasitaient le fonctionnement même et la réalisation de l'objet social, puisque ils n'apportaient aucune créativité, ils n'amélioraient pas les techniques, ils étaient là que pour faire des réunions, des réunionites permanentes, et finalement les choses n'avançaient pas. Donc il a réorganisé tout ça en laissant aux employés, aux salariés, la possibilité de se gérer eux-mêmes, l'organisation de leur travail. Et ça a très très bien fonctionné. Tous les problèmes se sont aplanis et il a redressé son entreprise comme ça. Simplement en supprimant les bullshit jobs et en laissant les employés qui sont les mieux placés pour savoir comment fonctionne... comment ils reçoivent les ordres, etc. Non, mais ce qu'ils ont à faire et comment il faut réaliser les tâches pour que ça soit bien fait, etc. Donc, finalement, je pense que c'est quelque chose de très souhaitable à mettre en œuvre de façon quasi institutionnelle. Il est normal de considérer que les salariés s'autogèrent, s'auto-organisent
sous évidemment quand même le contrôle de la direction qui est là pour éviter les débordements, pour recadrer les choses, pour éviter les excès ou les propositions non viables ou totalement délirantes. Enfin. Donc il y a besoin d'une direction qui cadre et qui permette à cette organisation une interne. Une rencontre entre les dirigeants et les apporteurs de travail. Exactement. Voilà. Donc c'est une discussion. Enfin c'est un échange, un dialogue permanent entre ces deux catégories de l'entreprise pour réaliser l'objet social. Justement, l'objet social, vous en parlez. Est-ce que vous pouvez exactement nous définir ce que c'est l'objet social ? L'objet social, c'est ce que les gens qui décident de créer une entreprise veulent. Ils peuvent tout d'un coup des gens. L'objectif de l'entreprise. Non, c'est la raison d'être de l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'elle a été créée ? Je crée une entreprise parce que j'ai une idée nouvelle et que je veux mettre en œuvre, parce que j'ai trouvé un processus de fabrication nouveau, ou parce que je pense que dans le domaine de la vente de fleurs, eh bien, il manque telle et telle chose, ou on peut faire mieux, ou alors parce que tout simplement j'ai envie de vendre des bonbons ou de m'installer en tant qu'électricien. Enfin, et justement, c'est l'objectif. Auquel répond l'objectif économique de l'entreprise. Et justement, cet objectif, c'est ce que vous développez à un moment dans votre ouvrage. Vous dites qu'il n'est pas clairement défini. Alors, quel est le problème avec le fait que ce ne soit pas clairement défini ? C'est quoi les conséquences ? C'est très important ce que vous dites, parce que l'objet social, quand vous créez une société, vous êtes obligé de déterminer son objet social. Donc, qu'il soit plus ou moins large, de toute façon, il est obligé d'être mentionné. Sauf que dans le cadre du groupe de société, vous avez toujours les mêmes dirigeants. Eh bien, en fait, il y a autant d'entités que voulu, et donc les dirigeants peuvent faire un objet social. C'est une façon de contourner la réglementation étatique pour faire tout à fait ce qu'ils veulent. Donc, dans le cadre du groupe, l'objet social devient une coquille vide. Il n'y a pas d'objet social. En réalité, cette exigence réglementaire est battue en brèche et contournée. Mais c'est quoi le but justement pour la société, pas l'entreprise, mais pour la société en général, de dire à un entrepreneur, fixez-nous votre objectif social. C'est quoi le but ? C'est une façon de donner à chacun un rôle dans la société, et que les rôles des uns n'empiètent pas en permanence sur les rôles des autres, que chacun ait une place, que chacun puisse avoir une activité qui lui est propre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça se détermine dans le cadre en fait, de l'organisation d'une société. Au sens large, pas d'une société capitalistique, d'une société privée, d'une société politique. Que tout le monde ait une place dans la cité. Voilà, c'est ça, que chacun puisse, et puis qu'on puisse quand même garder un certain contrôle, un certain œil, que des autorités politiques puissent garder un œil dessus, de façon à éviter les débordements. Et ça, l'État n'a plus aucun pouvoir là-dessus. Donc l'objet social, c'est très important parce que ça a une double fonction. Ça a une fonction politique, une fonction d'identification des individus et de rôle de chacun. Et ça a aussi une fonction de contrôle, mais pas au sens contrôle abusif, comme on peut aujourd'hui concevoir le mot contrôle, mais au sens où ça... Quand il y a un problème, un débordement, on peut encadrer et tenter de résoudre le problème. Il y a des autorités, il y a ce qu'on appelle une réglementation, mais au sens du droit et au sens du droit continental qui existait en France jusqu'à il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire avant les institutions européennes et avant la dérégulation financière qui nous vient des États-Unis. Alors, toujours dans le but de vouloir rééquilibrer les pouvoirs à l'intérieur de l'entreprise, Valérie Bugeaud, vous proposez que les apporteurs de travail, donc ceux qui travaillent, ceux qui se lèvent le matin pour apporter leurs bras et leur cerveau à l'entreprise, vous proposez qu'ils puissent devenir apporteurs de capitaux. Oui, alors ça n'existe pas déjà, ça ? Ça, c'est une question tout à fait stratégique. Oui. Alors cette question, elle est stratégique parce que elle a été justement, c'est celle que De Gaulle voulait mettre en œuvre et il n'a pas eu le temps complètement de le faire. Ça a été fait mais partiellement. C'est la question de la participation des salariés aux fruits de l'entreprise. Pour que comment concevoir un système dans lequel les gens qui font tourner l'entreprise, c'est-à-dire sans l'existence de qui il n'y aurait pas d'entreprise, ne participent pas aux fruits produits par cette entreprise. L'intéressement, vous voulez dire ?
Oui, ça c'est la participation aux bénéfices, l'intéressement, ça fait partie du même concept en fait. Participation aux résultats de l'entreprise. Mais ça, aujourd'hui, c'est mis en œuvre de façon presque anecdotique par rapport au résultat global de l'entreprise, parce qu'une grosse partie des bénéfices sont affectés à payer des dividendes et non pas à rémunérer les salariés. Rémunérer, oui, avec le salaire fixe, et puis avec des petites primes, et puis un peu d'intéressement, parce que De Gaulle a mis ça en place, mais je dirais que de façon structurelle, ce n'est pas systématisé. Et moi, je pense que ça, c'est dans une optique de justice sociale et de justice, et surtout de validité, de viabilité. Un gage d'efficacité. Un gage d'efficacité, exactement. Il est logique que les salariés puissent de façon... Enfin, les salariés, ceux que j'appelle les apporteurs de travail, c'est-à-dire ceux qui, par leur travail, réalisent l'objet social, puissent bénéficier des fruits de leur travail, finalement. Et alors, ça va au-delà parce que, comme je pense que l'entreprise est une institution de nature politique, et enfin, tenue par le politique, mais surtout une institution qui permet de faciliter les échanges et de développer les échanges, eh bien, il n'est pas sain non plus que dans une société, tout soit cristallisé. On parle toujours d'ascenseur social, mais l'ascenseur social, il faut le mettre en œuvre. Qu'est-ce que c'est que l'ascenseur social? C'est la possibilité pour une catégorie sociale de changer de catégorie, de passer à autre chose. Et soit en s'élevant, soit en s'abaissant, mais en étant toujours responsable de ces actes. Et donc, de permettre de façon générale aux apporteurs de travail de bénéficier des fruits de l'entreprise, ça leur permet après d'investir du capital dans cette entreprise, du capital qu'ils n'auraient pas eu sinon, dont ils n'auraient pas bénéficié. Donc ça permet aussi de créer un ascenseur social, de rendre à l'entreprise le rôle qu'elle n'aurait jamais dû perdre, qui est un rôle d'organisation de la société et des relations individuelles entre les gens. Et en quoi ce système, celui que vous proposez, le fait de permettre aux apporteurs de travail de devenir des apporteurs de capitaux, s'oppose au régime des stock options? On entend tout le temps ce terme de régime des stock options. Oui, les stock options, c'est tout à fait autre chose, parce que les stock options, en fait, c'est un pari sur c'est une option d'achat à terme. Donc c'est un pari. En fait, c'est une façon détournée pour les principaux propriétaires de capitaux de s'enrichir en spéculant sur le travail d'autrui. Voilà ce que c'est. Les stock options, typiquement, c'est ça. Et moi, ce que je propose, c'est pas du tout ça. C'est que les employés puissent soit bénéficier d'augmentation de capital, et là, c'est pas un pari sur l'avenir, c'est au moment où ça se fait, ou soit que eux puissent investir du capital qu'ils n'auraient pas eu, mais que grâce au fonctionnement, à la systématisation de leur participation aux fruits et aux bénéfices de l'entreprise, ils peuvent capitaliser, ils peuvent générer, ils peuvent agglomérer, de façon à pouvoir après réinvestir dans leur entreprise. Donc ça permet une mouvance dans la société, ça permet d'éviter de cristalliser des positions qui après se transforment finalement évidemment en aigreur, en conflit et finalement peuvent devenir très graves, quoi. Dernière question. C'est une mesure de paix sociale. Et l'entreprise devrait être un vecteur de paix sociale, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui parce qu'elle est accaparée. Dernière question, Valérie Bugeaud. Si cette nouvelle entreprise que vous proposez n'est pas introduite dans la législation, quel avenir vous prévoyez pour les travailleurs ? Eh bien, écoutez, l'avenir, il est sombre, puisque vous aurez toujours les principaux détenteurs de capitaux qui organiseront toujours plus les mouvements d'humains, d'hommes, de travailleurs, comme ils l'entendent. Donc on sera de plus en plus dépossédés de notre vie privée, de notre vie professionnelle, de notre... L'homme relégué au rang de biens matériels, c'est exactement, de l'accès aux ressources, y compris monétaires, puisque je vous rappelle que les banques sont des entreprises, il ne faut pas l'oublier ça. Les banques, c'est les premières entreprises multinationales en taille et en gestion d'actifs. Donc je pense que aujourd'hui, les gens comprennent qu'on arrive à une situation qui est difficilement tenable à terme et de toute façon qui n'apportera ni paix sociale et ni de quoi nourrir les familles. Et si on continue comme ça, vers quoi on peut aller ? Est-ce qu'il y a
je ne sais pas, ça peut se transformer en, je sais pas, disparition de certaines populations. Mais on arrive aujourd'hui à un moment stratégique de l'histoire de l'humanité. Si on laisse les logiques en place perdurer, et il ne faudra pas se plaindre des effets structurels de cette mécanique, l'esclavagisme matériel pour tous, la disparition d'une partie de l'humanité dans un objectif de contrôle social. Donc soit on décide collectivement de renverser les principes qui sont artificiellement construits, qui réagissent la vie moderne, c'est-à-dire l'accaparement généralisé et élevé au niveau légal. Et une telle action commence par reprendre le contrôle du phénomène économique qui passe par une reprise en main politique et juridique de l'entreprise, de ce qu'est l'entreprise. Et c'est fondamentalement le sens de mon travail. Ou alors, on tombera dans la société esclavagiste, mais légale. C'est ce que nous avait promis, par exemple, le président Sarkozy lors de son discours, lors de l'un de ses discours, en disant nous irons ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne ne pourra nous en empêcher. Oui, alors le nouvel ordre mondial n'a rien de nouveau. C'est l'ordre des banquiers commerçants. C'est un terme qui sortait de la bouche de Nicolas Sarkozy et de bien d'autres avant lui, mais en tout cas, il avait employé ce terme qui n'a pas... Le nouvel ordre mondial n'a rien de nouveau. Il était nouveau au XVe siècle. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement de cette force des banquiers commerçants qui a émergé au XVe, XVIe siècle. Donc aujourd'hui, il était nouveau par rapport à l'organisation des sociétés politiques du temps de l'Ancien Régime. Oui. À ce moment-là, il était nouveau. Aujourd'hui, on ne connaît plus que ça, il n'a plus rien de nouveau. Si on veut faire un nouvel ordre mondial, au contraire, il faut abattre cette force dominatrice des banquiers commerçants et surtout leur supprimer les possibilités d'accaparement en tout anonymat, sans aucune responsabilité. Voilà, c'est l'anonymat surtout qui est très important. L'anonymat permet de supprimer la relation entre pouvoir et responsabilité. Voilà. Les actionnaires sont anonymes, c'est ça. Les actionnaires décisionnaires, surtout dans les multinationales, les grands groupes, les nuages capitalistiques, comme je les appelle, très peu de gens les connaissent. Donc si on faisait sauter l'anonymat justement par une loi... On ne peut pas faire sauter l'anonymat par une loi parce qu'il y a les paradis fiscaux. Donc l'anonymat par une loi, ça veut déjà dire qu'on retourne à un droit de régulation, ce que nous sommes en train d'abandonner définitivement en France, le droit de régulation, au profit du droit anglo-saxon de toujours au bénéfice des plus riches et des plus, disons, des dominants. Il faut reprendre un droit dont les valeurs sont la régulation de la société, et à ce moment-là, effectivement, on pourra imposer des choses. Mais il faudra aussi beaucoup retravailler sur le système juridique, de façon à interdire tous ces trusts anonymes, tous ces flux de capitaux vers de façon technique. Je veux dire, c'est un travail, en fait, de changement de valeur. Il y a des techniques qui peuvent être mises en œuvre. Juridiquement, il y a des choses à faire, mais il faut revenir très très longtemps en arrière aujourd'hui, parce que ça fait au moins 50 ans qu'on travaille à déconstruire tout ça. Donc, Valérie Bugeaud, je rappelle le titre de votre ouvrage, La nouvelle entreprise, géopolitique de l'entreprise aux éditions Sigest. C'est la fin de notre émission Politique Éco. Merci madame. Merci monsieur.